jeunes. Mais finalement, ce dispositif, il s'adresse à toute personne en situation, on va dire, de fragilité numérique. Hein. C'est ce que tu nous confirmes, Laurent ? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a toujours un public cible et prioritaire. Vraiment, alors pour notre part, l'idée, c'était vraiment de partir du diagnostic numérique, puisque l'ensemble de nos conseillers utilisent l'outil PIX pour pouvoir déterminer le degré d'autonomie par rapport au numérique. Oula. Alors ici, on a à l'écran hein, le dispositif et le process. Hein. On a toujours un commanditaire, entre guillemets, celui qui achète, celui qui va passer le marché avec un prestataire. Ensuite, on aura une notion de prescripteur. Donc ce sont soit, alors dans le cadre, et là je vais te laisser la parole, Michael, sur les prescripteurs que la région a comme partenaire. Alors au niveau de la région, on a un certain nombre de prescripteurs qui seront décrits d'ailleurs sur la slide suivante, hein, notamment Pôle emploi, bien entendu, qui est notre principal prescripteur, la CAF, la CGSS, un certain nombre de CCAS et donc la mairie de Saint-Paul. Alors quel est le rôle de ces prescripteurs ? En fait, ils vont repérer les bénéficiaires et les rediriger vers un certain nombre de structures de médiation. Donc, ce sont des structures de médiation qui vont ensuite accompagner ces bénéficiaires dans un certain nombre d'actions, hein, notamment, par exemple, l'accompagnement aux démarches dématérialisées qui, vous savez, deviennent de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Donc, comme je disais, au niveau des structures de médiation, elle va assurer l'accompagnement et va encaisser donc la contre-valeur des passes. Et c'est donc une structure qui s'appelle l'Aptic, qui va en fait finalement payer les structures de médiation. Voilà. Donc, peut-être en complément, oui. hein, et peut-être par rapport à l'expérience hein, qui est toujours en cours au niveau de la région, ce niveau de Pôle emploi, on était à la fois commanditaire et prescripteur, ce qui faisait qu'on a pu gérer, on va dire, le dispositif de A à Z et d'avoir une vision complémentaire à celle de la région. Et donc, on va pouvoir ensuite vous présenter des axes d'amélioration. Voilà, donc on peut passer à la cartographie. Donc ça concerne les 31 structures, dont certaines sont présentes dans la salle. Donc 31 structures réparties, on va dire, globalement sur l'ensemble de l'île et qui sont donc avec nous, alors certaines depuis le début, depuis 2021, et puis d'autres qui nous ont rejoints à la suite de diverses AMI. Alors sur cette période, nous, entre 2021, hein, on travaillait avec 25 structures. Dès lors qu'elles étaient labellisées Aptic, la structure avait la possibilité de recourir au pass numérique. Alors, un très rapide peut-être bilan aujourd'hui. Donc je passe la parole à Pôle emploi. Alors, nous, on peut effectivement parler de bilan, puisque à ce jour, les passes numériques, nous, n'ont pas été reconduits sur les années 2022-2023. Alors, à l'époque, on était parti effectivement sur 5000 passes injectées, c'est-à-dire 500 carnets de 10. Et effectivement, au bout de 8 mois de déploiement, on a prescrit presque 75% de nos passes numériques. Le bilan qu'on peut en faire, c'est que, et ça a été partagé hier, ça a été partagé aussi dans d'autres masterclass au groupe, c'est que les passes numériques qui étaient remis étaient trop peu usités dès lors qu'ils étaient en carnet 10. Hein. On avait un taux de consommation par carnet en moyenne de 44%, ce qui fait qu'en termes de gestion, vous comprendrez qu'effectivement, l'investissement au bout de 8 mois n'a pas été renouvelé puisqu'on avait presque plus de pertes que de gains, puisque effectivement, on avait, même si à 375 bénéficiaires, on avait pu remettre des passes numériques pour s'engager soit dans des démarches ou soit dans le parcours d'autonomisation, on n'a eu que 1650 passes scannées. Donc de là, effectivement, d'un point de vue financier, et c'est ce pourquoi il y a un axe énorme d'amélioration sur le pass numérique à engager, c'est vraiment sur
sur l'équilibre financier à la fois des structures labellisées, mais aussi sur la structure du commanditaire. Puisqu'à un moment, le prestataire qui met en place, alors sans le nommer, mais il est connu, hein, c'est Aptic, effectivement, limite dans le temps l'utilisation des chèques numériques, à la fois dans le nombre, mais aussi par rapport au marché. On va y revenir après. Donc tout ça pour dire aussi en termes de bilan, c'est que plus de 50% des besoins des chèques numériques relevaient surtout de la maîtrise du numérique. Bon, ça, c'est pas un secret, ça a été dit hier, c'était aussi dans l'étude de l'Observatoire sur le numérique. Donc voilà, en termes de bilan, il n'est pas complètement négatif dans le sens où c'est un dispositif qui, sur le fond, est intéressant et il est, on va dire, il est viable parce qu'on peut peut-être retirer très rapidement, en tout cas pour les structures, un gain. Pour autant, ce gain, on l'a entendu hier, il n'est peut-être pas assez fort dans le sens où le prix à l'heure et à l'unité est insuffisant. Donc je dirais que le dispositif en soi, l'idée est bonne, mais il y a énormément de choses à améliorer, à la fois pour le commanditaire dans le cadre on va dire du marché, et surtout dans l'utilisation. Voilà, donc je vais compléter la partie donc bilan, on va dire quantitatif, et ensuite on reparlera effectivement de la partie un peu qualitative. Alors, donc Laurent a donné les chiffres côté Pôle emploi, côté région, donc c'est un bilan intermédiaire, hein, comme je le disais, intermédiaire au 15 novembre. Donc la région a injecté en fait au niveau du territoire plus de 20 000 passes. Au jour d'aujourd'hui, donc sur ces 20 000 passes, plus de 15 600 ont été scannés pour un accompagnement d'environ 1 850 bénéficiaires, dont la plus grande majorité sont des femmes. Voilà. Oui, donc ça c'est le taux Pôle emploi. Donc voilà. Et avec un taux de consommation moyen par carnet de 80%. Alors, je m'adresse à la technique en fait. En fait, là, c'est un fichier PDF, mais en fait, il y avait un fichier PowerPoint également. Est-ce que vous pourriez éventuellement voir si vous pouvez le diffuser éventuellement? Voilà. Donc, le temps que la présentation soit relancée. Alors, ce qu'on souhaite faire avec vous, c'est un bilan qu'on a effectué également, nous, avec tout l'écosystème. Hein. Donc, on s'était réunis au premier trimestre 2023. Et on a essayé de tirer un certain nombre de conclusions sur le fonctionnement actuel donc, de ce dispositif. Donc, en complément aux remarques donc, et aux conclusions de Laurent et de Pôle emploi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer le temps que, éventuellement, le PowerPoint arrive. Alors, je vais commencer, en fait. Les premières conclusions en fait, qui ont été tirées de ce dispositif, c'est que, eh bien, on va d'abord parler des points positifs, hein, donc des choses qui vont bien. Donc, le premier point, c'est que c'est un dispositif qui répond vraiment à un réel besoin. On a eu parmi, on va dire, toute la myriade de moyens de financement, hein, dont il était parlé tout à l'heure. Eh bien, ce dispositif, notamment, eh bien, il répond à un besoin en termes d'accompagnement, on va dire, sur ce qu'on appelle les démarches dématérialisées, et il s'adresse notamment aux seniors. Hein, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, mais aussi de seniors, en fait, hein, qui incorporaient ce dispositif. Et que ce public des seniors, finalement, il n'était pas toujours éligible à d'autres types de financement. Voilà. Ah, merci. Hein. Donc, tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Peut-être pour compléter en attendant, peut-être c'est vraiment, en termes de gains, c'est vraiment un système souple qui permet à la fois de rencontrer la personne qui en émet quelque part le besoin et qui l'est diagnostiqué, et qui permet aussi d'orienter vers une structure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien.
plutôt que de pouvoir parfois rétribuer certaines structures ou d'autres structures, parce que c'est toujours assez compliqué de pouvoir avoir un système, on va dire, équitable. Soit c'est un marché, soit c'est de la concurrence. Donc on est, on va dire, des établissements publics. Donc il y a aussi des contraintes par rapport aux subventions. Et cette alternative de chèque numérique avec un recours à un prestataire permettait justement de contourner cet effet un peu lourd et complexe, à la fois en termes de trésorerie, mais aussi de mise en place. Donc c'est vraiment un système souple, en tout cas, entre le moment où on a les moyens et au moment où on peut faire rétribuer et en même temps satisfaire le besoin. Voilà. Alors, autre point, donc, ce sont notamment les structures qui nous ont remonté, c'est que on évite, via ce dispositif, les lourdeurs d'une demande de subvention classique, avec tous les délais qui en découlent. Et le règlement, on va dire, est rapide. Une fois que vous avez scanné le pass, l'APTIC, a priori, sauf indication contraire, vous règle, on va dire, dans un délai très rapide. Donc, effectivement, en termes de gestion de trésorerie, c'est un outil quand même très efficace. Alors, en termes de... la suite, s'il te plaît. Ouais. Voilà, encore un peu. Encore. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de 31 structures. Donc les 31 structures finalement représentent un maillage très, on va dire, assez bien réparti du territoire, ce qui fait qu'un bénéficiaire finalement, une fois, alors s'il vient d'un prescripteur notamment, ou bien s'il se présente directement chez le médiateur, finalement, il peut aller dans une structure de médiation qui est finalement proche de son lieu. Donc on a un maillage qui est aujourd'hui existant et qui est assez bien réparti sur l'île. C'est un dispositif dont le nombre de bénéficiaires augmente régulièrement. Donc, depuis 2021 notamment, alors c'est pas encore, on va dire, une affluence très très forte. Je vous ai dit tout à l'heure, 1850 bénéficiaires sur les plus de 100 000 personnes a priori potentielles. Ça représente encore peu, mais en tout cas chaque année, le nombre de bénéficiaires augmente. Et on a réalisé en interne une enquête et qui a ramené en fait un taux de satisfaction moyen de 7,8 sur 10. Une enquête téléphonique auprès de 109 bénéficiaires représentatives. Donc voilà, un peu on va dire les points forts qui nous ont été remontés également avec vous sur ce dispositif. Vous pourrez réagir tout à l'heure sur ce premier... Voilà, cette première remontée sur les aspects positifs. Alors, ensuite, il y a un certain nombre d'axes d'amélioration qui nous ont été également remontés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, Laurent en parlait. En fait, on a la problématique d'un prestataire qui est unique, donc l'APTIC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu... pieds et moyens liés via ce dispositif à ce prestataire, avec les lourdeurs que ça nécessite en termes de marché, et un cahier des charges qui, effectivement, est assez rigide et assez contraignant. Oui, on peut en parler, puisque effectivement, les chèques numériques sont liés à un millésime, un petit peu comme les chèques restaurants, c'est-à-dire que vous avez une durée maximale d'utilisation, et que dès lors que les reliquats ne sont pas utilisés, ils sont perdus. Et donc, c'est de la perte sèche pour le commanditaire, entre guillemets l'acheteur. Donc, ce qui veut dire que c'est un point à anticiper. Si effectivement il y a un recours à un prestataire sur ce même type de marché, c'est comment gérer justement ces reliquats ou de les faire durer dans le temps. Parce qu'on voit bien que, et ça rejoint... les éléments précédemment cités, c'est qu'au début, on est sur un système qui est peu connu, qui a besoin d'être connu et qui, au fil du temps, commence à faire un petit peu son effet grâce aux structures labellisées, grâce aussi à des témoignages. Donc, c'est vrai qu'on voit que tout nouveau dispositif met un peu de temps à s'installer dans l'écosystème, mais dès lors qu'il est reconnu, il prend de la force. Pour autant,
on voit bien qu'il y a toujours une contrainte, malheureusement, mais elle est réelle, elle est financière, et que si cet équilibre il est plutôt à perte, il peut amener justement à un arrêt du dispositif. Ça a été notre cas. Alors cette gestion des millésimes, effectivement, elle est très handicapante. J'explique pourquoi, en fait, finalement, entre 2 millésimes, c'est-à-dire que concrètement, finalement, un millésime peut être utilisé jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Mais ensuite, eh bien, il faut que nous, commanditaires, nous commandions, en fait, le millésime suivant, c'est-à-dire en 2024. Et vu que les passes sont matérialisées de manière physique, eh bien, il y a tout un délai on va dire de façonnage, un délai d'envoi par la poste. Enfin, vous imaginez toute la logistique que ça nécessite, de redistribution ensuite, via au niveau des structures de médiation, ce qui fait que, eh bien, on se retrouve avec 1 voire 2 mois de période où on n'avait pas la possibilité finalement d'utiliser ces passes. Voilà. Mais tout ça, c'est lié effectivement au fonctionnement actuel de l'Aptic et au fait que les passes soient vraiment matérialisées par un carnet papier, en fait. Voilà, donc tu as parlé de la gestion des reliquats. Alors on a aussi, nous, une problématique, c'est concernant en fait, le suivi et l'évaluation assez précise en fait, des accompagnements qui sont réalisés. C'est-à-dire que l'Aptic, en fait, ne propose pas de système d'information associé finalement au suivi du dispositif. Donc on a mis en œuvre un certain nombre d'outils. Ceux qui sont dans le dispositif, vous en conviendrez avec moi que ce sont des outils sur lesquels eh bien, on peut faire quand même beaucoup mieux en termes de traçabilité, en termes de suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens vraiment d'avoir un outil efficace finalement pour avoir à la fois du reporting, à la fois des relevés détaillés et comment dire, à jour finalement de vos actions. Donc c'est vrai qu'on communique, on a un certain nombre d'outils partagés, mais aujourd'hui qui sont nettement insuffisants. Alors, autre point un peu financier, c'est qu'on a parlé de la participation de l'État. Donc, effectivement, l'État a participé via donc, des appels à projets au financement de ce dispositif à hauteur de 50%. Mais depuis, c'est-à-dire que tous les passes nouveaux qui sont achetés depuis 2022, finalement, eh bien, sont des passes qui sont achetés sur fonds propres, sans participation de l'État. Voilà, donc en ces périodes un peu de contraintes budgétaires, eh bien, c'est un aspect finalement qui quand même est important à prendre en compte. Un autre point, hier on en a parlé, c'était Bruno de la Gamme, c'est qu'effectivement ces passes aujourd'hui, ils ont une valeur unitaire de 10 €. Et effectivement, on nous a bien fait remonter que 10 € pour accompagner une personne, c'était nettement insuffisant. Et gérer des groupes, c'est pas toujours facile, mais effectivement, la revalorisation un petit peu de ce taux était aussi en fait une question. La communication est un besoin fondamental, un besoin humain fondamental. Donc, de toute façon, la personne, quelque chose dans lequel va essayer de communiquer. C'est à force de ne pas communiquer qu'elle va se retirer du monde. Mais au départ, elle va essayer de communiquer d'une manière ou d'une autre. C'est parfois agressif, parce qu'elle n'a pas les moyens de communiquer, mais elle va essayer de rentrer en contact avec eux. C'est fondamental. On reste des mammifères, on a besoin de ça. Bon, on va essayer de parler plus fort alors. Alors, écoutez, en fait, on voulait déjà voir avec vous. C'est un groupement national, et ce groupement national a un travail pour faciliter effectivement la possibilité des personnes avec un handicap. C'est une combinaison de plusieurs handicaps, c'est parfois assez compliqué de pouvoir effectivement être plus en capacité de communiquer et de pouvoir recevoir des informations. Merci. Certains, c'est par exemple, pour vous donner un exemple, de combinaison de handicap, c'est l'équipe avec les par exemple. Bien, alors on va profiter de ce répit
Donc, on voulait savoir Donc, déjà, tu avais quelque chose à rajouter, Laurent? Alors, peut-être rajouter aussi et c'était une question qui était restée posée hier, c'est à savoir, tout compte fait, le chèque numérique ou le pass numérique, quelle finalité on en souhaite? Parce que je pense que c'est ça aussi le début. Est-ce qu'on est dans une logique de parcours, faire progresser, faire apprendre une personne, ou est-ce qu'on doit être dans une logique plutôt de service, à l'instar un petit peu du chèque restaurant, c'est-à-dire avec un, ça me permet d'avoir deux. Et donc, cette logique-là, elle est aussi à prendre en compte parce que nous, dans le bilan qu'on a pu faire au bout des 8 mois, c'est que on se confronte on va dire deux types de public, hein, un public plutôt dans le besoin et dans l'immédiateté. Et c'est vrai que tous les jours, chacun, on a tous des tâches à accomplir, qu'elles soient administratives ou autres. Ou une deuxième logique qui est dans une logique, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'élargir mes connaissances. Et c'est le cas pour des publics plutôt seniors, ce sont des cas pour des publics plus fragiles et qui sont vraiment en besoin d'autonomie. Mais pour autant, on peut pas au faciès reconnaître, on va dire, la stratégie ou même s'il n'y a pas de stratégie, quel est le besoin profond. Et alors, c'est en partie pour ça que nous, on peut expliquer de notre côté cette logique de 44% de taux de consommation, à l'instar de la région qui en a 80%. Qui ont adapté la logique, hein, puisque on était en partenariat et on était vraiment dans une complémentarité. À la différence, et la différence des 44% et des 80% de taux de consommation, c'est que nous, on était dans la remise en main propre, et à la différence de la région, que les chèques numériques étaient dans la structure labellisée. Donc vous voyez que là, c'était une optimisation financière, mais on va dire, dans la logique du bénéficiaire, on avait le même constat. C'est qu'on avait bien d'un côté un public qui était plutôt dans une logique de parcours, de formation apprenant, et parfois, c'est pas parfois, une autre partie du public qui était plutôt dans une logique on va dire, de service et d'immédiateté. Juste un point à rajouter, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a été dit hier, c'est que la Réunion, en fait, concernant ce dispositif, qui est en fait un dispositif national, hein, nous sommes dans le top 10 des utilisateurs du pass numérique. Donc on est vraiment une région, on va dire, dynamique, hein, sur ce dispositif, malgré, on va dire, ses faiblesses. À La Réunion, on peut dire que c'est un dispositif qui fonctionne globalement bien. Voilà, donc on vous laisse un peu réagir sur ce qui a été dit. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Et surtout, voilà, quelles sont un petit peu vos propositions par rapport à ce qu'on vous a exposé, par rapport notamment aux contraintes également. Qu'est-ce que... voilà, on vous laisse la parole. Très bien. Bonjour, Fabien Degieux, association WebCap. Pour répondre à la question du monsieur de Pôle emploi, je pense qu'en fait, il faut garder les deux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à 80%, viennent la première fois dans une structure d'accueil parce qu'ils ont un besoin immédiat. Ils ont vraiment quelque chose à répondre dans l'instant T. Mais ça va être incitatif. C'est-à-dire que suivant la qualité du ou des médiateurs qui vont l'accompagner, ça va l'inciter à revenir. Et là, on va pouvoir commencer à travailler sur vraiment des parcours de manière à les rendre beaucoup plus autonomes. Mais il faut qu'ils ne se sentent pas forcément tout de suite, on va dire, embarqués dans quelque chose à laquelle ils n'ont pas forcément consenti à la base. Et je pense que ce côté incitatif du pass haptique, elle n'est pas aujourd'hui mise en œuvre avec ce système de chéquier, parce que je pense que... Alors, il y a beaucoup de prescripteurs qui, par exemple, vont nous appeler en disant « Oui, je vais vous envoyer quelqu'un, il s'appelle comme ça, vous avez bien des passes haptiques actuellement sur votre site, etc. » Et en fait, la personne, elle ne va jamais arriver. Et je pense que devant son conseiller ou autre, elle était plein de bonne foi, et qu'après, elle s'est dit « Ouais, mais c'est trop contraignant, je vais devoir faire 10 séances, je ne sais pas si je vais avoir le temps. » Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi cet effet d'échiquier qui peut rebuter certaines personnes qui ont peut-être juste un besoin à un moment à
à répondre. Mais par contre, juste lui donner un chèque ou deux, alors si on revoit le dispositif, ce sera sans doute même plus des chèques et tant mieux, mais en tout cas, juste lui donner une séance ou deux pour l'accompagner uniquement sur son besoin actuel, mais par contre que la structure sache qu'elle peut essayer de l'inciter à rentrer dans un parcours beaucoup plus long et que le dispositif puisse lui permettre en fait de diagnostiquer la personne et de pouvoir lui proposer des parcours plus longs dans un deuxième temps. Effectivement, cette incitation aujourd'hui, elle est limitée effectivement au fait que dans l'utilisation, on va dire traditionnelle du pass, un bénéficiaire en fait va pouvoir bénéficier d'un accompagnement de a priori 10 heures en fait. Mais effectivement, pour certains, le besoin est beaucoup plus ponctuel et urgent. Après, une logique, peut-être c'est de revoir, puisque en tout cas, Pôle emploi comme la région, on était ouvert sur l'ensemble du référentiel haptique. Peut-être que ça aussi, c'est quelque part une erreur, on va dire, de choix initial, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus vendre le chèque ou le pass numérique comme de la formation. Parce que rien ne remplacera une formation en centre de formation, et ils ont toute leur place, et bien sûr dans l'écosystème, et que peut-être de recentrer cette logique de passe numérique, recentrer sur du service de premier niveau et qui peut ensuite ouvrir à d'autres passerelles, ça peut être aussi une alternative qui correspond à la fois à de la souplesse, parce que c'est demandé, de la ponctualité, de l'immédiateté, on en aura toujours et encore plus demain. Et par contre de garder aussi des choses qui sont dites plus traditionnelles, mais qui sont formatives et qui amènent aussi à de la qualification et à l'acquisition de connaissances. Parce que c'est vrai que, pareil, en 10 heures, on peut faire des choses, mais on peut faire un pas. On ne fera pas tout le parcours. Donc là, une alternative, effectivement, peut-être à dépasser, c'est peut-être de recentrer le pass numérique à son essence même, à son unité première, je dirais. En sachant qu'effectivement, on va dire, tu parlais d'essence du pass, on avait bien également, par rapport au public qui était visé, en fait, l'idée, c'était effectivement d'avoir un accompagnement. Alors, effectivement, dans l'idéal, autonome, enfin seul, mais en tout cas, si c'était en groupe, un groupe limité à 5. Voilà, on est vraiment sur de l'accompagnement très personnalisé. Voilà, il faut qu'on reste dans cette optique. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres structures de médiation là, qui peut-être peuvent nous faire part de leur expérience, ou des bénéficiaires ou Une des forces peut-être aussi du pass numérique, c'est que dès lors que la structure était engagée, elle pouvait s'engager assez rapidement de façon opérationnelle, dès lors qu'elle en avait à la fois les moyens et aussi quelque part l'écosystème autour. Mais c'est vrai que pour avoir connu on va dire les premiers chèques, alors pour le coup c'était les premiers chèques services et numériques mis en place effectivement par l'État, on avait très peu de structures, je crois qu'on en avait une douzaine. Maintenant, je crois qu'à ce jour, on en a 35, c'est ça, un petit peu. Oui, environ. Oui, donc voilà, donc je dirais en peu de temps. Là, je dirais en peu de temps, depuis 2020, on a quand même un nombre de structures qui s'est labellisé et qui s'est cartographié. On l'a vu tout à l'heure sous une slide, un peu partout sur l'île. Donc, ce qui permet quand même de couvrir parfois des zones, à la fois des zones DO, ou alors parfois d'aller démarcher aussi des structures ou d'autres associations pour dire est-ce que ça serait intéressant et pourquoi pas, et peut-être. C'est pour ça que aussi de nombreuses France Services aussi ont été à un moment labellisées haptiques et donc ont pu avoir les deux éléments. Donc c'était une certaine complémentarité, mais on voit bien que peut-être les gains ou l'alternative de demain
ça se passe soit dans des tiers-lieux ou sur des structures déjà existantes. Maintenant, comment les conforter? On revient toujours à une histoire de financement, mais je pense que ça a été débattu un petit peu avant. Et comment on peut aussi arriver à une rentabilité à la fois économique, à la fois pour la structure labellisée, mais aussi pour le commanditaire. Là aussi, ça reste important parce que engager de l'argent public, ça oblige à rendre des comptes et quelque part à montrer une rentabilité. Alors peut-être pas rentabilité au centime près, mais dès lors qu'on a, on va dire, un passif assez important, et bien sûr qu'on peut être pointé et à juste titre comme quelque chose qu'il ne faut absolument pas remettre sur la table. Par contre, à réviser certainement, et c'est l'objet un peu des débats ou des réflexions qu'il peut y avoir actuellement. Pas d'autres remarques, retours? Alors, juste peut-être vous informer qu'au niveau de la région, en tout cas, on a commencé à travailler cette évolution. On a un assistant maîtrise d'ouvrage qui va nous accompagner sur ce projet. Et que, en fait, sur les premières pistes, en fait, ce que nous prévoyons déjà, c'est de dématérialiser, en fait, on va dire ce dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on doit gérer des passes physiques. À terme, en fait, ce seront, on va dire, tout sera dématérialisé. Donc les carnets, les passes en eux-mêmes, en fait, seront virtualisés finalement. Donc, ce qui nous permettra, en fait, eh bien, d'avoir une gestion en termes de distribution, en termes de logistique, qui sera beaucoup plus souple. Voilà. Donc ça sera, en tout cas, c'est notre première priorité. Deuxième priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure également, c'est qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'un système d'information, on va dire, relativement suffisant pour assurer une traçabilité. Donc, la deuxième priorité, en fait, ce sera de mettre en place ce SI, ce système d'information, ce portail, qui permettra en fait à chaque acteur, selon son profil, eh bien, de saisir les informations nécessaires finalement à la justification de son activité. Voilà. En fait, la deuxième, nous, en tout cas, la deuxième priorité qu'on s'est fixée par rapport en fait au bilan dont on a parlé. Oui, dans la salle. J'ai juste une question. Parce que j'ai du mal à comprendre votre première priorité. En fait, vous allez dématérialiser les passes numériques et vous allez les donner à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la démat. Donc j'ai un peu de mal à comprendre dans votre manière de concevoir ce pass dématérialisé, comment vous allez du coup le donner à une personne qui n'est pas du tout à l'aise avec l'outil numérique. Alors, en fait, aujourd'hui, les passes, en tout cas pour nous, pour le fonctionnement de la région, ne sont pas distribués aux bénéficiaires. En fait, c'est-à-dire que ce sont les structures de médiation qui gèrent directement, en fait, ces passes. Donc, lorsqu'ils seront dématérialisés, a priori, le fonctionnement sera identique. C'est-à-dire que le bénéficiaire, lui, n'aura pas à gérer cet outil dématérialisé. Ce sera la structure de médiation qui bénéficiera en fait d'un stock virtuel, on va dire, de droits finalement d'accompagnement, et qui les utilisera en fait selon les process qui ont été mis en place, bien sûr, de réorientation par rapport aux prescripteurs notamment. Je prendrai parole peut-être on est dans les perspectives. Nous, on sera toujours aux côtés de la région en tant que partenaire sur la partie prescription, dès lors qu'il y aura un dispositif qui pourrait aider les publics, on va dire, les plus fragiles. Pour Pôle emploi, en tout cas, on ne reconduira pas le dispositif, et pour des raisons, on va dire actuelles. Ça a été annoncé hier par notre directrice régionale ici même. Donc, l'avènement de Pôle emploi, c'est France Travail demain, avec un portail unique pour tous les publics en situation d'insertion.
Et donc, le France Travail de demain va nous embarquer très clairement dans la feuille de route de France Numérique Ensemble. Donc, ça a été aussi débattu hier. Et il y aura un fort rapprochement, je pense, auprès des conseillers numériques et des structures justement qui sont labellisées et sur lesquelles ils vont pouvoir aussi développer les compétences. Donc, voilà pour l'instant les grandes lignes que nous avons et qui vont déjà augurer à compter de 2024 et plus. À ce stade, je n'ai pas encore tous les éléments, mais en tout cas, on sera avec les partenaires, encore plus près des partenaires de proximité demain. Cette évolution, en tout cas, bon, elle est prévue, elle se fera, mais elle ne se fera pas immédiatement. Donc, le temps qu'elle se mette en place, le temps que la solution soit développée et testée, surtout, on va dire que l'année 2024, ce sera une année un petit peu de transition. Donc, on va continuer encore avec le pass, donc avec la formule actuelle. Jusqu'à, a priori, alors au mieux second semestre 2024, mais on serait plutôt dans le dernier trimestre, voire début 2025. Oui, une question dans la salle. Bonjour. Est-ce que dans ces évolutions pour le pass numérique, vous prévoyez une labellisation plus simple pour les structures telles que les CCAS ? Alors, vous êtes déjà labellisé aujourd'hui ? La labellisation est toujours en cours depuis 1 an. Oui. Alors, en fait, sans rejeter, on va dire, notre responsabilité, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Jean-Pierre Potier en a dit un mot hier, c'est qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est que la labellisation des structures de médiation, que ce soit CCAS ou autre, est liée en fait à l'APTIC. Donc c'est l'APTIC qui labellise, enfin sur la première étape, nous prenons ensuite, on va dire, enfin, une fois que la structure est labellisée par l'APTIC, nous pouvons ensuite étudier son dossier et labelliser à notre tour. Mais tant qu'une structure de médiation n'est pas labellisée par l'APTIC, elle ne peut pas intégrer le dispositif, puisque c'est l'APTIC qui va fournir les douchettes, qui va vous inscrire dans son dispositif et vous payer. Et c'est vrai que depuis de nombreux mois, eh bien, l'APTIC est dans l'incapacité de labelliser de nouvelles structures. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on voudrait sortir finalement de ce partenaire, de ce fournisseur, pour pouvoir avoir vraiment, on va dire, être plus autonome sur la labellisation. Donc je suis vraiment désolé, madame, peut-être qu'on a déjà échangé là-dessus, mais aujourd'hui, on n'a pas de solution. Vu que voilà, le dispositif dépend en grande partie de l'outillage de l'APTIC. Merci. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on peut clôturer là. On est à votre disposition si vous souhaitez venir également nous en parler. Merci à vous. Merci. Une bonne journée. Bonne continuation.